Bonsoir, Gérard Longuet, le ministre de la Défense, est l'invité ce soir de Preuve par 3. Merci d'être avec nous, Gérard Longuet. Bonsoir. Le jour où, pour la première fois, un sondage donne Nicolas Sarkozy en tête du premier tour de la campagne présidentielle. Alors vous nous direz ce soir si on assiste à un tournant dans cette campagne. Dans 15 minutes, Dominique Chabrol, de notre partenaire l'AFP, nous rejoindra pour évoquer avec vous les questions de défense. Et puis en fin d'émission, Michael Jamès de Public Sénat sera avec nous sur ce plateau pour évoquer avec vous une espèce en voie de disparition à laquelle vous appartenez, les libéraux. Donc pour commencer cette émission, Gérard Longuet, donc ce sondage IFOP fiducial pour Public Sénat, Paris Match et Europe 1, qui donne pour la première fois Nicolas Sarkozy en tête du premier tour de l'élection présidentielle devant François Hollande. Est-ce que c'est un effet Villepinte ? C'est l'effet d'une campagne dont Villepinte a été un moment fort. Deux observations d'ailleurs. Les meetings aujourd'hui sont diffusés dans les foyers grâce aux différentes chaînes de télévision dont la vôtre, les chaînes d'information. Et ce ne sont pas simplement les 50, 60 000 spectateurs de Villepinte, ce sont les centaines, les millions de téléspectateurs qui voient en direct le candidat s'exprimer. Et à Villepinte, le candidat a donné une ligne directrice qui était la France forte par une Europe forte. Et là, c'était un événement important, parce que l'idée de la France forte, en soi, personne ne peut être contre, mais comment? Et ce qu'il a défendu avec son expérience d'ancien président de l'Union européenne, son engagement européen, c'est de dire, voilà, il faut que l'Europe soit au service de la protection des Européens. Et comme il vient d'obtenir un bon accord sans les Anglais, il y a de la crédibilité. Europe forte, mais Europe fermée. Il faut, pour être un petit peu plus fort, il faut en effet se protéger des courants d'air inutiles. Et il y en a. On parlait des sondages qui se suivent et qui se contredisent, puisqu'à l'instant, un nouveau sondage TNS-Sofres donne François Hollande toujours en tête du premier tour à 30%, devant Nicolas Sarkozy à 26%. Nicolas Sarkozy qui perd 2 points, c'est donc loin d'être gagné. Tout à fait. Je veux dire par là que les sondages donnent des photos à un moment, chacun avec sa méthode, chacun avec son échantillon. Il faut être d'une sérénité totale. D'ailleurs, les gens qui votent Hollande, je l'espère, ne votent pas pour des sondages, et je soutiens Nicolas Sarkozy, quel que soit le sondage, quoi qu'il arrive. Donc François Hollande a raison aujourd'hui quand il dit qu'il ne faut pas se laisser impressionner par rien. Il faut être d'une grande sérénité, avoir des convictions fortes, c'est le cas de Nicolas Sarkozy. Au second tour, en tout cas, Nicolas Sarkozy est toujours largement battu. Pour l'instant, ça montre toujours quand même un rejet massif de votre candidat. C'est très intéressant le deuxième tour pour 2 raisons. D'abord, il y a dans le jugement que les Français ont de leur président de la République une part d'affectif considérable. Peut-être Nicolas Sarkozy, par sa présence médiatique, par son dynamisme, son énergie, ses comportements, est quelqu'un qui suscite des réactions plus importantes que d'autres personnages. Peut-être un peu d'affection encore, alors, non? Alors, la dimension est affective. C'est-à-dire, on vous a tellement aimé, cher président, en 2007, on aimerait vous retrouver. Je pense qu'ils vont le retrouver tel qu'ils l'ont aimé. L'exercice du pouvoir est terrible. Et il y a eu des tensions affectives entre le peuple français et Nicolas. Je pense qu'il peut, par cette période de campagne, gommer ces tensions. Vous n'avez pas l'impression que pour l'instant, le second tour ressemble plutôt à un référendum anti-Sarkozy ? Aujourd'hui, il n'est pas majoritaire au deuxième tour. C'est affectif et donc c'est superficiel. Je pense que la démarche de Nicolas, à la fois de conviction et de modestie, nous n'avez pas toujours habitués, c'est important pour que les Français se disent il a un mandat, c'est constitutionnellement un dernier mandat, il a l'expérience, on verra les jugements entre les 2 tours, ils n'auront rien à voir avec le premier tour. Pourquoi? Je vais le dire très simplement. Au premier tour, on pense à ce que l'on n'a pas aimé, au deuxième tour, on pense à ce que l'on va pouvoir créer, construire avec le président que l'on souhaite. Des marges de modestie qui arrivent peut-être un petit peu trop tard, non, dans cette campagne? Il a été dans l'action. Je veux dire, Nicolas Sarkozy a été dans l'action jusqu'au bout et c'est simplement son engagement qui laisse apparaître, moi je le pratique très directement sur le terrain de la défense, c'est quelqu'un en réalité de très humain et de très attentif, mais sa culture du résultat bouscule les habitudes. En tout cas, la droite annonce depuis des semaines un effondrement possible du candidat François Hollande. Je ne crois pas à l'effondrement. Non, moi je n'ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru parce qu'il y a en France une gauche qui existe, qui est tout à fait respectable. Il y a une extrême gauche qui se maintient bien. Le candidat écolo étant assez faible,
pouvoir dérisoire. François Hollande fait le plein de ce qui n'est pas l'extrême gauche, et donc il fait les 30% de ce qui n'est pas l'extrême gauche. C'est un résultat tout à fait honorable, c'est le résultat de la gauche dans ce pays. Est-ce que vous pensez, comme Patrick Buisson, le monsieur sondage de Nicolas Sarkozy, qui dit dans Le Monde daté de ce soir, de demain, que le croisement des courbes va obliger le candidat socialiste à prendre plus de risques? Vous êtes d'accord avec cette stratégie? Oui, il y a, on y reviendra sur des thèmes qui me sont plus familiers comme la défense, une absence de François Hollande, une absence de signature, une absence tout court sur les projets qui était tout à fait acceptable lorsque seuls les règlements de compte affectifs des 5 dernières années comptaient, qui va devenir insupportable quand on pense à l'avenir. Si on n'aime pas Nicolas Sarkozy pour le passé, on peut voter Hollande. Mais quand on pense à l'avenir, on n'a aucune raison de voter Hollande. Mais il y a eu quand même des risques décisifs qui ont marqué ce début de campagne. Je pense à la proposition de François Hollande de taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Est-ce que là, il a réussi un coup qui a quand même marqué durablement cette campagne? Alors, très honnêtement, personne ne se sent concerné par cette taxation qui est vraiment une infime minorité de nos compatriotes. En revanche, on se pose la question, mais pourquoi diable dit-il cela à ce moment ? Si ce n'est pour lutter contre Mélenchon. Il y a une surenchère Mélenchon-Hollande qui d'ailleurs bénéficie à Mélenchon qui gagne des points et lorsque Hollande est passé dans un sondage derrière, c'est parce qu'il avait perdu, notamment au profit de Mélenchon. Donc lorsque Hollande est à gauche, les gens disent allons carrément à gauche avec Mélenchon. Mais la réponse de Nicolas Sarkozy est venue hier soir en proposant de lier fiscalité et nationalité. Est-ce que ça c'est une bonne idée de la part de votre candidat? Je veux dire, c'est un sujet qui sera débattu au Parlement et dont la mise en œuvre est assez complexe. L'idée que l'on peut comprendre. Je veux dire, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. De toute façon, les lois sont votées au Parlement. L'idée que l'on peut comprendre, c'est que quelqu'un qui doit sa fortune à son pays, a des obligations vis-à-vis de lui. En même temps, on doit reconnaître que ceux qui aujourd'hui sont riches honnêtement ont payé l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values, l'impôt sur les successions, l'impôt sur le capital. Ils sont déjà pas mal payés. Donc on est dans la surenchère fiscale? Moi, je pense qu'il faudra tranquillement examiner ça au Parlement. Donc vous êtes un peu d'accord avec François Hollande qui parlait de surenchère fiscale aujourd'hui? Le Parlement, c'est vous qui avez utilisé le mot. De toute façon, si les gens d'un côté payent 75% et si on les poursuit en Californie ou bien en Amérique latine pour qu'ils continuent de payer, bon, c'est une... Voilà, c'est une idée. Donc le Parlement en débattra, vous dites, mais ça suppose aussi de renégocier toutes les conventions fiscales avec tous les pays avec lesquels la France est liée. Donc, en revanche, là où je soutiens Nicolas Sarkozy, c'est le fait que nos grandes entreprises, alors certes, elles réalisent leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices à l'étranger, mais 8% de fiscalité sur les bénéfices quand les PME font 30%, il y a un petit problème et Nicolas Sarkozy a eu raison de le poser. Marine Le Pen a ses 500 signatures depuis ce matin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie française? C'est une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Pour la démocratie française aussi, parce qu'il y a des gens qui votent Front National et bon, qu'ils aient leur candidat. Moi, je ne veux pas la mort du pêcheur. Est-ce que son absence aurait conforté votre candidat au premier tour? C'est parfaitement ambigu, je suis incapable de vous le dire. Dans sa conférence de presse, en tout cas cet après-midi, Marine Le Pen, elle a surtout stigmatisé la gauche affairiste, selon ses termes. Est-ce que ça veut dire qu'elle ménage un peu l'UMP et un possible avenir elle rappelle que la gauche a des relations avec l'argent, que ces relations avec l'argent sont connues, et qu'assez curieusement, on en parlait peu jusqu'à présent, les magazines qui ont souvent eu des couvertures extrêmement cruelles pour Nicolas Sarkozy gommaient ces difficultés. Aujourd'hui, les mêmes magazines en parlent, tant mieux, les Français ont le droit d'être éclairés, ne serait-ce qu'à travers leurs magazines. Le fils de Kadhafi dit que son père aurait financé la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ça aussi, c'est de la calomnie? C'est parfaitement scandaleux, c'est de la calomnie à l'état brut. C'est en tous les cas l'affirmation très, très forte de l'équipe du candidat de 2007 et je la confirme totalement. Pour finir sur cette première partie, Gérard Longuet, est-ce que vous avez envie de dire qu'une seconde campagne pour un président qui se représente, c'est forcément moins magique que la première? Forcément. Forcément, et en même temps, c'est passionnant parce qu'on renoue avec l'électorat et je pense profondément que c'est la force de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est que revienne la réussite de l'université, revienne la réussite de Grenelle, qui a été, c'est vrai, compliquée par la crise économique, revient la réussite de la réforme des retraites. Et on s'aperçoit que revient le dialogue social, puisque les grèves ne paralysent plus le pays. Et on s'aperçoit que le pays a considérablement bougé. Et c'est en effet plus difficile d'être sortant, parce qu'on est responsable de ce qui va mal,
Mais ceux qui vous soutiennent se disent, mais après tout, quel chemin parcouru et quels efforts faits, quels efforts réussis. Mais est-ce qu'il ne fait pas un peu campagne tout seul, Nicolas Sarkozy? Vous avez Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet et c'est lié, à mon avis, je l'évoquais tout à l'heure, télévision et Internet. L'écrit compte moins. Or, l'écrit, le journal, la presse écrite, c'était l'occasion des tribunes libres, des expressions. Par exemple, vous avez raison, je suis libéral, je suis modéré, je suis girondin, c'est-à-dire décentralisateur. Eh bien, j'aimerais dire des choses, je les écris. Et ces écrits restent en quelque sorte lettres mortes parce que les foyers, le focus de la campagne est sur le candidat seulement. Mais est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que ministre, en tant qu'élu, suffisamment associé à la campagne de Nicolas Sarkozy? Totalement. Vous avez dit l'autre jour, je voudrais qu'il quitte le jeu pour le nous. Oui, alors ça c'est dans le « aidons-nous ». Oui. C'était dans le « aidez-moi ». Il s'adressait aux militants et pour la France, je crois que les Français doivent s'aider les uns les autres. Gérard Longuet, en tout cas, on a l'impression quand même que dans cette campagne, les ministres ont du mal à trouver leur place. D'un côté, Nicolas Sarkozy vous met un petit peu en retrait, et puis de l'autre, parfois, il vous reproche aussi un soutien un peu trop timide. On regarde tout de suite ce reportage de Fabrice Cunet. Ah, je vais regarder, tiens. Ce dimanche, ils étaient tous là. Une première, car si Nicolas Sarkozy regrette un manque de soutien parfois, c'est aussi une volonté présidentielle. Seulement 9 ministres sur 33 l'ont par exemple accompagné lors de ses précédents meetings. Nous, on est des bons soldats, hein, on est à sa disposition. Quand il a besoin de nous, il sait nous appeler. Il nous a associés à un certain nombre de réunions, pas à d'autres. De Bruno Le Maire à Gérard Longuet, la plupart des ministres sont cantonnés à l'anonymat des réunions publiques ou des petits meetings. Dans les allées de Villepinte, on parle d'une équipe de technocrates et de préfets autour du candidat, où seuls quelques poids lourds du gouvernement seraient autorisés à s'exprimer dans les grands médias. Vous savez, moi j'ai en grande partie dirigé la campagne de 2007, on disait déjà ça. On disait déjà il y a la séparation entre la rue d'Anguin et l'UMP. C'est la même chose là. Je crois qu'en vrai, le problème, il n'est pas là. Mais à la différence de 2007, la campagne connaît des ratés. Alors certains ministres n'hésitent plus à sortir de leurs réserves. C'est vrai que le débat sur le halal n'est pas le plus urgent pour la société française d'aujourd'hui. Et donc, il y a un besoin de remise en cohérence du projet présidentiel et du travail qui a été fait depuis 5 ans. Et ça, c'est la réunion d'aujourd'hui. Surprise à Villepinte, l'Europe s'invite à la tribune, pas forcément du goût de certains élus UMP qui espéraient des thèmes plus concrets. Il y a des choses qu'il faut par exemple évoquer maintenant. Par exemple, tout ce qui se passe sur les problèmes du quotient familial, les problèmes de l'assurance vie. Ce sont des sujets qui concernent les Français. Alors évidemment, ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas des grandes phrases, mais c'est du concret. Et dans une situation comme la nôtre, moi je préfère les gens concrets que les gens fumeux. Officiellement, pas encore de tension entre l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy et les élus ou ministres. Seulement de l'incompréhension parfois. Le meeting de Villepinte doit donner un nouvel élan, à défaut de redistribuer les rôles. Voilà, Gérard Longuet, Dominique Chabrol, notre confrère de l'AFP, nous a rejoint sur ce plateau pour vous interroger à la suite de ce sujet. Monsieur Longuet, bonjour. Pour rester quelques instants sur l'organisation de la campagne, vous avez dit il y a quelques jours que dans cette campagne, Nicolas Sarkozy est affaibli par sa générosité. Si j'ai bien compris, ça voulait dire qu'il essayait justement de trop en faire, de tout faire lui-même. Est-ce que vous lui le dites? Est-ce que vous essayez de le convaincre justement d'associer les autres? Et est-ce qu'il vous écoute? Il a demandé à chacun de ses amis, et j'en fais partie. Le fait d'être ministre n'est pas un label d'amitié, mais je suis un ami, je le soutiens, et je le soutiens sur mes secteurs de compétences, là où j'ai de l'autorité. Je n'ai pas besoin de recevoir de lettres de mission d'un quartier de campagne où je n'ai que d'excellents camarades, mais moi je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à dire. J'ai devant moi un candidat qui parle de sujets de défense, je lui réponds avec la compétence qui est la mienne, mais je ne suis pas candidat à la présidence, donc moins d'autorité politique. Un peu de compétences quand même. Mais est-ce que vous avez accès, par exemple, au QG de campagne? On dit qu'il est trop fermé, ce QG de campagne. Alors demain, Nicolas Sarkozy reçoit enfin les parlementaires et UMP. Non, on y va quand on veut. Tous les garçons et les filles qui sont des plus jeunes que moi, mais je les connais bien. Un peu trop jeunes? Un peu trop inexpérimentés? Non, ils ont exactement l'âge que j'avais lorsqu'avec François Léotard, on faisait de la politique et on bousculait un peu les choses. C'est exactement le bon âge. 40 ans, c'est parfait.
Très bien. Donc, Monsieur le Ministre, puisque vous êtes ministre au moins encore pour les 2 mois qui viennent... Le titre, toute ma vie, et depuis longtemps. Toute votre vie. Hein. Vous voyez beaucoup de militaires, hein, vous les voyez tous les jours. Comment vous les sentez là, à l'approche de l'élection? Est-ce que l'idée d'une alternance, s'il doit y avoir une alternance, est acquise? Ou est-ce qu'il y a encore des inquiétudes On ne parle pas d'alternance. En revanche, il y a 2 sentiments extrêmement forts chez les militaires. Une fierté d'être reconnus par le pays. Ils ont le sentiment aujourd'hui que la mission des militaires, qui est d'intervenir pour que la parole de la France soit forte, est une mission reconnue. Et pour eux, c'est une vraie gratification. Deuxième sentiment... c'est l'inquiétude, parce que l'armée, ce sont des moyens financiers considérables, en équipement et en fonctionnement, et ils se disent que toute alternance, c'est le risque d'une remise en cause de ce qui fonctionne bien depuis 5 ans, une loi de programmation qui a été en gros respectée. Oui. Sur les sujets défense, justement, il y a un thème qu'on n'aborde pas trop, c'est celui du budget de la défense. Hein. C'est 32 milliards d'euros, c'est un des plus gros budgets de l'État. Dans une période d'économie forcée, il va falloir trouver de l'argent. Alors, les candidats, en tout cas les principaux, les candidats qui ont des chances d'être au second tour, disent que le budget de la défense ne sera pas une variable d'ajustement. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à des coupes dans le budget plus ou moins sévères? Vous savez, les expériences parlent d'elles-mêmes. Depuis 5 ans, Nicolas Sarkozy, et en particulier au printemps dernier où c'était difficile, a permis à la loi de programmation d'être alimentée régulièrement. En contrepartie, reconnaissons-le, l'armée a fait un effort de productivité considérable, puisque nous avons diminué de 54 000 nos effectifs de 2008 à 2015, et nous sommes sur la pente normale de diminution. Dans les années Jospin, l'armée a servi de variable d'ajustement, et les programmes d'équipement ont en effet été suspendus et reportés. Les militaires le savent, ils ont cette expérience. Voilà, ils ont un devoir de réserve, mais je vois bien où va la confiance sur le simple plan des moyens matériels de l'armée, sans lesquels l'armée n'est pas efficace. J'ajoute le plan du commandement, c'est très important. Ce que demandent des soldats, c'est d'être commandés, car on peut tout faire avec une troupe, sauf ne pas la commander clairement. Et la force de Nicolas Sarkozy est de l'avoir commandée clairement, en Libye naturellement, en Côte d'Ivoire, et en Afghanistan, après avoir réfléchi, accompagner l'effort américain, considérer qu'aujourd'hui, les territoires dont nous avons la charge sont en mesure d'être pris en charge par l'armée nationale afghane et qu'il faut organiser maintenant une transition tranquille. Vous diriez que les liens de confiance sont rétablis aujourd'hui entre l'armée et le président de la République. Le début du quinquennat avait été assez chaotique. Le début avait été marqué par un incident malheureux qui avait été un petit peu exagéré parce que Nicolas Sarkozy, il faut le connaître, c'est un homme qui est réactif. Voilà, il réagit. Bon, une fois qu'on est habitué, ça va, on lui dit ce qu'on pense et ça se termine très bien. Moi, j'ai aucun problème avec lui, les militaires non plus. Simplement, il réagit et entre nous, il a raison. Parce que l'on soit solidaire de l'administration en général et de l'armée en particulier n'interdit pas d'avoir un regard attentif sur la façon dont fonctionne une administration ou une armée. Un des thèmes de campagne en matière de défense, Dominique, ça va être l'Afghanistan. C'est l'Afghanistan, c'est vraiment le dossier sur lequel il y a un vrai désaccord entre le président candidat, Nicolas Sarkozy, et son principal challenger, François Hollande. Nicolas Sarkozy s'est prononcé pour le retrait des troupes françaises fin 2013. François Hollande dit 2012, fin 2012. Et pour vous, vous dites, ça c'est un mensonge, ça c'est pas tenable. Pourquoi ? Oui, c'est un mensonge parce que techniquement, ce n'est pas possible. Les militaires disent, nous on nous fixe une date et on fait ce qu'on a à faire avec les moyens dont on dispose. Alors, la raison elle est très simple. Nous avons une mission en Capissa qui est d'aider l'armée afghane à assumer seule la sécurité. Cette mission, nous sommes en train de la réussir. Si l'on annonce aux talibans, qui sont nos adversaires de toute nature, différents groupes, mais qui sont nos adversaires, qui sont l'adversaire de l'armée afghane, si on leur annonce publiquement, on part à la fin 2012, c'est-à-dire on se carapate, parce que c'est le terme exact, il faut aller vite, compte tenu du matériel, compte tenu des hommes engagés, compte tenu des places occupées, il faut aller vite, brutalement, on laisse tomber l'armée afghane, on lui dit débrouillez-vous tout seul et on donne un signal fort aux talibans. C'est le bon moment d'attaquer à la fois une armée afghane déstabilisée et des militaires français exposés dans une manœuvre qui est toujours difficile, qui est la manœuvre du repli, fût-ce
sur des positions préparées à l'avance. Donc je pense que si François Hollande avait fait l'effort de comprendre ce qui se passait, et s'il avait simplement, s'il m'avait demandé mon avis, vous savez, un dialogue républicain, il est parlementaire, je suis ministre, je lui aurais expliqué que nous pouvons envisager la transition que nous avons obtenue pour la Capissa, mais qu'il faut faire les choses dans l'ordre et la discipline pour ne pas exposer nos alliés. Vous savez, tous les militaires français qui sont tombés, ils sont tombés pour que l'armée afghane puisse faire le boulot. On savait très bien qu'on n'allait pas rester 25 ans en Afghanistan, mais on voulait former une armée. Nous sommes en train de réussir ce pari, on ne peut pas la laisser tomber au moment où on réussit. S'il n'y a pas beaucoup un effet d'annonce quand même d'un côté comme de l'autre, on fixe une date en sachant qu'après le retrait va prendre des mois, il faudra encore des mois pour rapatrier le matériel, pour rapatrier les hommes. Vous savez, l'affaire afghane n'est pas une affaire franco-française, c'est une affaire mondiale. Il y a une coalition qui a choisi... cette semaine. Je vais vous en parler parce que vous avez raison, elle est très très importante. La conférence de Lisbonne en novembre 2010 a fixé une date 2014. Nous avons dit à nos partenaires de l'OTAN, 2014, ok, mais il se trouve que dans la zone où nous sommes responsables, ça marche. Et Karzai, quand même le patron local, dit oui, ça marche, donc nous pouvons transférer. Vous avez dit quelque chose de très très important. La bavure du soldat américain. C'est plus qu'une bavure, c'est une tragédie. Une tragédie, une tuerie. C'est une tuerie, c'est une tragédie. Et cela montre que le devoir de transition, c'est-à-dire laisser les Afghans gérer eux-mêmes leurs problèmes, est un devoir absolu. Nous devons les soutenir pour faciliter la transition. Nous ne pouvons pas laisser éternellement des soldats. Les nôtres sont solides, parce qu'ils sont aguerris, entraînés. Personne n'est à l'abri d'une tragédie de ce type. Il se trouve que ce sont les Américains qui l'ont commise. C'est très embêtant pour eux. Je crois qu'ils en souffrent vraiment. Mais est-ce que ça compromet justement à court terme la mission américaine en Afghanistan? Non, ça ne la compromet pas, mais ça accélère cette évidence, ça conforte cette évidence, c'est que c'est à l'armée afghane d'exercer l'autorité et la sécurité dans son pays, même s'il doit y avoir un soutien aérien ou un soutien en formation ou en logistique. D'accord. Peut-être une question d'actualité immédiate. La France a annoncé ce matin le retrait de 400 de ses hommes, de ses soldats de la FINUL au Liban. Ça intervient à un moment où il y a de très fortes tensions dans la région, notamment avec la répression qui se poursuit en Syrie. Est-ce que c'est le bon moment de retirer des troupes? Je vais vous dire, ça fait 30 ans que la FINUL est au Liban, vous le savez. Depuis 78. Exactement, ça fait plus de 30 ans qu'elle est, 34 ans, oui, qu'elle est au Liban. Et on peut se poser la question de la pertinence de la mission aujourd'hui. Nous avons estimé, on avait 1300 hommes, nous avons estimé qu'avec, en octobre, 500 soldats de moins, on restait à 800, on pouvait rendre les services que les Nations Unies attendent de nous, mais il n'était pas nécessaire de maintenir des effectifs aussi importants. L'ONU l'a compris, puisque c'est le plan de l'ONU que nous adoptons. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des motifs budgétaires là derrière? Attendez, oui, naturellement. Mon devoir de ministre de la Défense, c'est d'économiser l'argent du contribuable. Ce n'est pas de dépenser sans limite, ce qui est dur à gagner. Bien entendu. Dans les propositions que François Hollande est intervenu dimanche sur la défense, dans les propositions qu'il a faites sur le sujet, il y a notamment un contrôle accru du Parlement sur les opérations extérieures des armées, sur le budget de la défense. Un parlementaire expérimenté comme vous doit être satisfait de cette démarche? Alors, deux choses différentes. Sur le contrôle par le Parlement du budget de défense, complètement d'accord. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Sur les opérations, deux remarques. La première, c'est que la réforme constitutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy et adoptée en juillet 2008 a obligé le gouvernement, au bout de 4 mois, à soumettre l'engagement des forces françaises à un vote du Parlement. Ça n'existait pas avant. Donc nous avons devancé la demande de François Hollande sur le principe de l'intervention. En revanche, dans la conduite des opérations, je refuse au Parlement le droit de décider à la place d'un capitaine commandant une compagnie ou un lieutenant commandant une section. C'est aux militaires de conduire les opérations sur le terrain dans la ligne que le ministre de la Défense leur demande de respecter sur la proposition du président de la République. Nous ne pouvons pas avoir une armée parlementaire commandée par les commissions. D'ailleurs, aucune commission française, ni du Sénat, ni de l'Assemblée le demande. Elles veulent contrôler, mais elles ne sont pas là pour diriger.
Dernière question concernant cette thématique de la défense, Dominique. Oui, un tout autre sujet, mais qui n'est pas moins sérieux, c'est vous avez eu le privilège, ou en tout cas, vous avez eu une manifestation devant vos fenêtres samedi, une manifestation d'épouses de militaires, ce qui est quand même très rare. Les épouses de militaires qui protestaient contre les retards dans le paiement de soldes à cause d'un nouveau logiciel informatique qui est mis en place au ministère. Bon, tous les systèmes informatiques ont du mal à se mettre en route, mais là, ça fait quand même 5 mois que ça dure. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en veux beaucoup à François Hollande d'avoir stigmatisé le travail des militaires, car c'est le travail des militaires, c'est pas le travail des ministres. Faites-moi l'amitié de reconnaître que je ne suis pas derrière mon ordinateur pour assurer les payes. Ça fait plusieurs années que l'administration invente un logiciel moderne. Il s'appelle Louvois. Il fonctionne pour le service des santé depuis 1 an, bien. Il fonctionne pour l'administration centrale, bien. La Marine, la Marine a décidé de passer à la fin du mois de mars de se masser sous Louvois. Pourquoi ça ne marche pas l'armée de terre? Enfin, ça ne marche pas. Il y a 1,5% de difficultés chaque mois. Certains sont payés trop. D'autres sont payés inégalement et quelques-uns parfois. Et quelques-uns parfois. Oui, ça représente 1500. 1500 soldats. Alors, on cherche, et alors non, c'est grave, c'est pas que ça représente 1500, c'est que chaque mois, c'est pas tout à fait les mêmes. Si on se disait, bon, ça diminue à chaque mois, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Elles vont être dédommagées, ces mais familles. Il fallait mettre ce logiciel en œuvre. Pourquoi? Parce qu'avant, ça marchait moins bien. Simplement, on ne le savait pas. Ça marchait moins bien. Par exemple, j'ai appris comme ministre, je suis un nouveau ministre, que les indemnités en campagne étaient versées tous les 6 mois, avec 6 mois de retard. Avec le logiciel Louvois, on va pouvoir améliorer cela. Quand vous dites il y a une manifestation, oui, c'est vrai, il y a une manifestation, je le reconnais bien volontiers, il y avait plus de caméras que de manifestantes. Mais c'est normal, elles sont là pour s'exprimer. Est-ce qu'elles vont être dédommagées, ces familles? L'une, c'est un peu compliqué parce qu'elle a trop reçu. Donc son problème, c'est de restituer. Les autres ont été, les familles ont toutes été indemnisées dans la semaine du paiement. Personne n'est laissé sans ressources. C'est l'armée. Personne n'est laissé sans ressources. Dernière question, Dominique. Qui critiquait le dialogue social au sein des armées. Est-ce que le fait qu'il y ait eu justement au bout de 5 mois, un rassemblement, une manifestation de grogne devant le ministère, ça leur donne pas raison, le fait que le dialogue social fonctionne mal dans les armées? Je reconnais que nous avons engagé une réforme forte de l'armée, une réforme administrative, une réforme d'organisation, une réforme des procédures de fonctionnement, et que dans cette réforme, il y a eu beaucoup d'accompagnement. Tout n'a pas été réussi, et sur Louvois, on va atteindre la perfection dans 1 mois ou 2. Merci Dominique. Gérard Longuet, on va attaquer la 3e partie de cette émission. Vous êtes donc un des représentants de l'aile libérale de l'UMP, un courant dont les idées n'ont plus vraiment le vent en poupe. Alors, dure époque pour vous. Regardez ce reportage de Tam Tranui. Gérard Longuet appartient à une espèce en voie de disparition au gouvernement, celle des libéraux. C'est qu'elle est bien loin, la belle époque de démocratie libérale. Aujourd'hui dilués dans l'UMP, les libéraux doivent s'accommoder d'une politique qui n'est pas toujours en accord avec leurs idées. Exemple avec Hervé Novelli, secrétaire général adjoint de l'UMP et président des réformateurs libéraux. Face à la misère ou à des restructurations d'entreprises ou à des fermetures d'entreprises, on peut avoir la tentation de dire qu'il faut fermer les frontières par exemple, ou il faut augmenter nos droits de douane. Tout cela, ce sont des mesures qui sont des mesures que nous combattons. Mais justement, fermer les frontières, les droits de douane, c'est ainsi qu'a été compris le discours de Nicolas Sarkozy sur Schengen. Ça n'est pas comme cela que je l'ai compris. Les libéraux marchent sur des œufs, prônent la régulation en temps de crise et surtout défendent coûte que coûte leur champion dans la course à la présidentielle, même s'ils proposent des mesures protectionnistes. Pour cet économiste, les vrais libéraux n'existent tout simplement pas en France. Nous avons dans une certaine mesure des socialistes de gauche et des socialistes de droite en France, mais on n'a jamais essayé les solutions libérales. Les hommes politiques sont très sensibles à l'opinion, et dans la mesure où indéfiniment on répète les mêmes thèmes antilibéraux, par exemple à propos de la crise, eh bien les hommes politiques, même si au fond d'eux-mêmes ils aimeraient exprimer des idées libérales, eh bien ils s'en empêchent parce qu'ils estiment que ce n'est pas vendable au point de vue électoral. Alors, le libéralisme est-il particulièrement impopulaire en France? C'est l'avis du politologue Dominique Régnier. C'est dès que l'on parle de libéralisme économique qu'il y a un malaise. Et c'est sans doute
liée au fait que nous avons une culture politique qui est depuis très longtemps surdéterminée par la figure de l'État. On voit régulièrement que la France est le pays dans le monde qui exprime la plus grande réticence à l'égard du marché, du libéralisme, de ces valeurs qui aujourd'hui dominent le monde. Alors l'antilibéralisme hexagonal est-il archaïque ou précurseur? Dans ce dernier cas, les libéraux français risqueraient bien l'extinction définitive. Alors, extinction définitive ou non, on voit ça tout de suite, Gérard Longuet, avec Mickaël Zamès de Public Sénat qui nous a rejoint. Et tout d'abord, Monsieur le Ministre, je voudrais vous parler peut-être du discours de Villepin de dimanche dernier, le discours de Nicolas Sarkozy. Fermer les frontières, couper court aux accords européens de Schengen. C'est pas vraiment le succès pour les idées libérales que vous défendez? Alors d'abord, je n'ai jamais appartenu à la démocratie libérale. Je connais depuis toujours... Vous êtes un vrai libéral, vous l'avez dit encore au début de l'émission. J'ai appartenu au Parti républicain et à l'UDF. Les mots ont leur sens. Parce que le Parti républicain, c'était un parti de conviction libérale, mais qui passait l'idée républicaine comme une idée fédératrice. J'ai regardé le reportage, notamment Pascal Salin, que j'adore par ailleurs, et que je lis avec plaisir. Mais c'est un individualiste. La politique, c'est une action collective. Et si j'ai appartenu au Parti républicain, c'était bien parce que la République se fortifie d'une approche libérale de la société. Mais nous avons à gérer la République. Et nous n'avons pas à gérer des idées. Nous avons à gérer une collectivité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on revient sur le discours de Villepin, je suis un républicain libéral, je ne suis pas un idéologue. Article 1. Article 2, on revient sur ce que vous dites sur l'Europe. Je pense en effet que dans la construction européenne, Nicolas Sarkozy a introduit un bouleversement positif, fantastique. Il a réintroduit sur un sujet majeur la règle de la majorité qualifiée. L'Europe, ce qui me paraît le plus important dans l'action de Nicolas Sarkozy, c'est le plan de stabilisation, l'accord économique sur la gestion budgétaire commune, que les Anglais n'ont pas adopté, ce qui est bon signe, que les Tchèques, je crois, n'ont pas reconnu, ça c'est leur problème, mais entre membres européens et notamment membres de l'euro, désormais nous acceptons la règle majoritaire. Pourquoi je parle de cela? Parce que tout le reste, et notamment ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, est important, mais sera soumis à la règle majoritaire. Ou bien nous parvenons à convaincre des partenaires. La France le fera tout seul, c'est ce qu'a dit aussi Nicolas Sarkozy à Villepin. Alors que les négociations ont déjà lieu sur l'accord de Schengen et la France n'a pas vraiment participé. Sur Schengen, vous savez que la situation de Schengen est tout à fait différente parce que c'est un accord à option. L'Angleterre n'en a jamais fait partie. L'option Schengen, c'est un plus. Ce n'est pas au cœur de l'Europe. Ce qui est au cœur de l'Europe, c'est une monnaie commune qui va désormais s'adosser sur une politique budgétaire commune, soumise à des règles de majorité qualifiée et obligeant les États à respecter cette discipline commune. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Alors, non, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est pas la fermeture des frontières. Il demande la réciprocité. Il se trouve que j'étais le ministre du Commerce extérieur. Non, pas tout à fait. Le ministre du Commerce extérieur qui a signé les accords de l'OMC à Marrakech en 1994. Donc, je connais convenablement le sujet. Et je vous dis une chose très simple. Chaque grande zone régionale s'organise pour étaler les difficultés, pour passer des crêtes, pour passer des caps. Il se trouve que l'Europe souvent ne le fait pas. Pourquoi ce que font les États-Unis ou la Chine, l'Europe ne le ferait pas pour passer une étape? Et cela est soumis à un projet... C'est-à-dire l'acheter européen pour par les Français. Cela est en effet soumis à une règle de majorité. C'est aux Français de convaincre leurs partenaires de la majorité. Est-ce que ce thème est pour vous? Sur le fait de... Quand vous avez entendu ça dimanche, vous avez dû bondir sur votre chaise, non? Non, d'abord parce que je suis très calme. Ensuite parce que... Et vous avez dit que c'était conjoncturel. Toutes ces décisions... Vous dites que c'est une étape, c'est nécessairement conjoncturel parce que l'intérêt d'un pays et l'intérêt d'un espace comme l'Europe, c'est de pratiquer l'échange et le libre-échange à condition... de sortir de la crise. Lorsque vous avez une déloyauté dans les prix, une déloyauté dans les monnaies, une déloyauté dans les qualités et les normes, vous êtes obligé de réagir. Un grand pays libéral comme les États-Unis sait réagir, sait protéger à tel ou tel moment son intérêt lorsqu'il est confronté à des partenaires qui ne respectent pas des règles identiques. Alors pour revenir un petit peu sur la campagne française, vous les libéraux... Alors en revanche, là où je suis d'accord avec vous... J'essaierai de vous poser une question après. Non, mais je veux dire, là où je suis un peu... Je considère que les corps intermédiaires sont une chance pour notre pays. Donc là, vous n'êtes pas d'accord avec le président qu'il y a une et les propositions du candidat. Qu'il y a une dialectique du point de vue de Nicolas Sarkozy entre le président et le peuple.
mais pour avoir été président de région, pour être un élu local de longue date, pour voir le travail fait sur le terrain par les organisations professionnelles, syndicales, je considère que les corps intermédiaires sont des relais, ne sont pas des adversaires de la réforme, mais doivent être des partenaires de la réforme. Les référendums, c'était une erreur? Les propositions sur le référendum, je le pense profondément. Sur les thématiques en tout cas qu'il a annoncées. C'est une soupape de sûreté si un débat national est bloqué. Mais je suis un libéral parlementaire, je suis pour la démocratie parlementaire, j'ai été sénateur, j'ai été député, je pense que le débat parlementaire enrichit le travail. Le recours au référendum, c'est lorsque tout se bloque. Or, il y a beaucoup de sujets. Quand il propose un référendum sur l'immigration, par exemple, c'est une erreur aussi? Ce n'est pas un référendum. Là, il n'y a pas de blocage. Là encore, si, il y a des blocages, vous savez. Je vais vous raconter quelque chose d'assez drôle. L'autre jour, j'étais dans une réunion politique et quelqu'un m'a dit quelque chose que j'ai trouvé assez juste. Il m'a dit, ben voilà, vous comprenez, au 19e siècle, le peuple s'est battu pour que la presse ne soit plus censurée. Et aujourd'hui, au 21e siècle, c'est la presse qui censure le peuple. Nous avons un certain nombre d'idées, nous n'arrivons pas à les faire entendre, et en effet, le référendum, peut-être que le parfois, peuple n'a pas envie d'entendre forcément les idées que vous portez. Notamment oui, mais si vous voulez, la question de la pétition est posée par toutes sortes de points de vue. Sur l'écologie, c'est formidable. Il y a des tas de contraintes qui apparaissent tous les matins. Il y a un jour, les Français vont dire, mais attendez, avant de nous coller des contraintes, laissez-nous respirer. Bon, je pense que l'idée du référendum, comme, je dirais, soupape de sûreté pour que le dialogue soit possible et que la langue de bois prenne fin, est une bonne idée. On entendait tout à l'heure Claude Goesgen. Mais soupape de sûreté. On entendait tout à l'heure Claude Goesgen dans un des sujets qu'on a diffusé dans cette émission dire qu'il souhaitait des thèmes de campagne plus concrets. C'est peut-être le cas aussi de plusieurs Français. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Alors ça, c'est le problème de l'exercice du discours d'une heure. En une heure, vous mettez une ligne forte. Mais il parlait de façon plus générale, hein, Claude Goesgen, il parlait aussi là, c'était à la suite de ce discours. Le candidat est allé à l'essentiel. L'essentiel, c'est une France dans une Europe qui s'organise. En revanche, on peut le décliner. Et en effet, le quotient familial, c'est un vrai sujet. Une France forte, c'est une France qui a des enfants. Et la politique familiale française est un succès. Et ce succès repose sur l'idée de l'égalité entre les familles qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas en termes de coût de vie, en termes de niveau de vie. Le quotient familial ne redistribue pas l'argent entre les gros et les petits. Il redistribue l'argent entre les familles nombreuses et celles qui n'ont pas cette charge. Monsieur Longuet, pour prolonger la question de Perrine, finalement, de travailler plus pour gagner plus, tout le monde avait compris ce que ça voulait dire en 2007. Aujourd'hui, quand on parle de la France forte et de l'Europe, est-ce que les gens comprennent réellement? Est-ce que c'est du concret? C'est une bonne question. Je pense que la vie quotidienne, c'est le devoir du président et c'est le devoir de nous qui le soutenons, la vie quotidienne de notre pays est très largement déterminée par son engagement européen. Prenez le problème de la monnaie, vous le connaissez mieux que quiconque. Nous avons une monnaie qui est solide, qui est forte et qui est jugée par certains trop forte, par d'autres satisfaisante. Elle est trop forte quand on veut vendre, elle est satisfaisante quand on achète du pétrole à l'étranger pour que le pétrole soit le moins cher possible à la pompe. L'Europe est donc notre vérité de tous les jours. Et un candidat à la présidentielle qui s'exonérerait de cette réalité européenne serait un menteur. Parce qu'on ne peut pas s'exonérer du fait que nous avons une monnaie commune, que nous avons des échanges d'abord et avant tout avec nos voisins immédiats, et que nous avons accepté depuis longtemps que nos lois soient en harmonie avec les directives européennes. Donc parler de l'Europe et dire simplement je vais porter mon énergie à faire en sorte que l'Europe nous protège, c'est une attitude qui est de bon sens. Vous connaissez bien Nicolas Sarkozy, parce que vous avez participé en 2007 à la campagne. Je l'ai connu depuis 81. Depuis 80, mais en plus en 2007, vous avez participé avec lui à la campagne. En 2007, c'était j'ai changé. En 2012, il l'a dit plusieurs fois ce dimanche, j'ai appris. Lequel de ces deux Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, vous séduit le plus? J'ai appris. J'ai appris à l'épreuve des responsabilités. Je trouve qu'il y a de sa part une très grande sincérité à dire qu'on est élu, c'est la joie, l'allégresse, l'enthousiasme, tout est possible.
Et puis la rafale de difficultés, d'épreuves, de chocs, de tragédies font que le président qui est en charge de l'essentiel et vers lequel se tournent tous nos compatriotes, et en particulier avec le quinquennat, cette charge, cette épreuve personnelle est extraordinairement lourde. Je voudrais juste vous dire une chose. Lorsque nous avons dans son bureau et sous son autorité, avec Alain Juppé et François Fillon, décidé d'intervenir, par exemple en Côte d'Ivoire, pour contrôler M. Gbagbo, je peux dire que c'est une responsabilité qui épuise un homme pour plusieurs mois. Il en a tous les jours des responsabilités de ce genre. J'ai appris, mais quand François Hollande dit un quinquennat n'est pas un stage d'apprentissage, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est une bêtise absolue, mais c'est vrai que Hollande n'a jamais rien appris, puisqu'il n'a jamais rien exercé comme responsabilité. Le Wall Street Journal publie dans son édition d'aujourd'hui un édito choc intitulé « Nicolas Le Pen ». Le Wall Street Journal dénonce en fait une diversion du candidat Sarkozy sur l'immigration pour ne pas affronter l'anxiété des Français. Est-ce qu'il est si cynique que ça, Nicolas Sarkozy? Non, mais Nicolas est un candidat du peuple. C'est vrai que je suis plus conservateur qu'il l'est, et je suis plus modéré. Mais vous rejoignez quand même sur des positions. Ah ben attendez, de toute façon, il y en a deux au deuxième tour. Et c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que la France a un choix d'un président qui conduit notre pays dans la réalité européenne, avec sa personnalité. J'accepte la personnalité parce qu'il conduit notre pays dans la réalité européenne. Et en effet... Mais quand vous entendez Nicolas Le Pen, ça vous fait quoi? C'est de la provocation grossière, mais ça, les anglo-saxons adorent la provocation. Et vis-à-vis des Français, ils multiplient en général les formules assassines. Il ne faut pas s'en faire, ce sont nos meilleurs alliés, et nous sommes leurs meilleurs alliés. Question sur la campagne Gérard Longuet. Jean-Louis Borloo doit-il apporter un soutien franc et massif à Nicolas Sarkozy? Moi, je le souhaite profondément, parce que Jean-Louis hein. Est quelqu'un qui a de l'imagination, de la générosité. Je ne suis pas en accord avec lui. Il s'était fait attendre en 2007, il nous a déjà fait le coup en 2007. Mais à force de l'attendre, on va peut-être l'oublier, non? Non, il a une valeur ajoutée intrinsèque. Les centristes et les radicaux à l'Assemblée nationale ont décidé de créer un groupe, si jamais ils arrivent à pouvoir avoir plus de 15 députés. Est-ce que vous-même, les libéraux, si jamais la droite perd les élections en 2012, vous allez devoir créer un parti, peut-être un groupe parlementaire? Que nous gagnions ou que nous perdions la présidentielle, il y a une réalité simple, c'est qu'au soir de l'élection présidentielle, la vie politique va repartir. Et nous savons une chose, c'est que Nicolas Sarkozy, élu, fera un dernier mandat. Donc la question de la présidentielle sera immédiatement posée. Moi, ce que je souhaite profondément, c'est que l'UMP reste un parti d'idées, à l'intérieur duquel que l'UMP redevienne plus profondément un parti. Donnant plus d'existence au courant? Et donnant plus d'existence aux courants différents. C'est statutaire. Mais c'est statutaire. Pour l'instant, on a gommé ces statuts parce que le président de la République, et le statut le prévoit, chaperonne l'UMP. À partir du moment où la question sera posée, ce sera un dernier mandat de l'avenir, il faut que l'UMP soit vivante à partir du seul combat qui vaille, le combat des idées. Bon, tout ça dépendra bien sûr du résultat du deuxième tour de la présidentielle. Merci beaucoup. Mais c'est la même chose, puisqu'il n'y aura pas 3 mandats. Merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir été ce soir l'invité de Preuve par toi. Merci Mickaël, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Public Sénat. Présidentielle 2012, Public Sénat décline la campagne. En route vers la présidentielle, l'interview. Bonjour à tous, bonjour Gilles. Nous on poursuit notre route à la rencontre des Français. Comment voteront-ils en 2012? On se retrouve très bientôt dans un nouveau département. Et d'ici là, prenez parti sans a priori. Reportage, entretien, nous allons répondre à vos questions. Vous avez tous les éléments en votre possession, à vous de faire votre choix. À Public Sénat, nous avons choisi le débat des idées, le débat de fond pour essayer de vous donner un point de vue. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Et effectivement, débat animé comme on aura pu le constater. La présidentielle, c'est sur Public Sénat. L'ordre du jour
appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je suggère que nous nous écoutions. Calme de l'innocence, soyez calme. Mais c'est une aberration. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Mon nom est Jacques Ralit. J'habite à Aubervilliers, dans une cité. Et je m'y trouve bien. Je me souviens quand je suis arrivé, j'avais 3 choses dans ma musette et que je n'ai pas abandonnées pour nourrir mes interventions ou les combats auxquels j'ai participé avec mes collègues. La première, c'est que j'étais maire d'Aubervilliers et que c'est une ville qui ne vous laisse pas indifférent. Elle vous marque pour toujours. C'est une ville populaire, rude, mais tendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bon, j'avais été ministre. C'est une expérience. La santé, le travail, mais je pense surtout à la santé. On pénètre dans des milieux qu'on ne connaît pas. Résultat, après, on les combat mieux. Et puis la troisième chose, il y a un appel qui avait été signé par 174 intellectuels et artistes pour que je sois sénateur. Le Sénat, c'est aussi une assemblée intéressante parce que je trouve qu'on a plus le temps de travailler. Et précisément, quand j'étais ministre, j'ai aperçu qu'on allait plus en profondeur. Oui, la greffe parle, dans la rue devenue nouvel espace public. La greffe parle comme une insurrection mentale d'humanité. La greffe parle et récuse les solutions régressives, libérales et étatistes. La greffe parle, elle est le peuple dans sa dignité, sa diversité, sa responsabilité. La greffe parle, pose des questions humaines plus profondes encore que les revendications déclarées et réclame tout simplement la vie. Ben, c'était en pleine grande tourmente, là. Et quand je vois ce que je disais, il y a une ouvrière qui l'a vraiment condensé quand elle a dit, au gré d'une interview d'un journaliste, tant que l'argent dominera le monde, hein, et nous en manquerons. Et je crois que c'est ça la grande question. Elle existait ce jour-là, elle continue d'exister et dans une ampleur bien plus grande actuellement. Mais malheureusement, et j'espère provisoirement, c'est l'argent qui dirige, l'argent caché et l'argent visible, et ils n'ont aucune commisération, aucune. Ben, l'enjeu, c'était que M. Juppé veuille bien rentrer son projet destructeur, quoi. Et on a gagné. Enfin, quand je dis on, parce que je me mets dans ceux qui se battaient, mais ils ont gagné. Ce qui fait que c'est toujours possible. C'est complexe, mais c'est toujours possible. Nous devions débattre des profonds problèmes de banlieue. Après le Conseil des ministres exceptionnel de lundi, ce débat a été remplacé par l'examen d'une loi d'exception ultra-sécuritaire qui vise à enchaîner toute espèce de liberté en exagérant toute espèce de danger. Ça n'est pas l'ordre dans la République, c'est la République de l'ordre. Nous sommes contre votre loi. Vous ne déclarez pas la guerre à la pauvreté, mais aux pauvres. La banlieue mérite tout autre chose. Excusez-moi. Il y avait Sarkozy en face. Il était ministre de l'Intérieur. Il écoutait, mais après il est parti. Donc je n'ai pas eu de réponse venue de lui. Hein. Mais il était là, et il était là après avoir fait sa visite de la Courneuve et avoir parlé du Karcher. Et il était là après avoir fait sa visite à Argenteuil et avoir parlé des racailles ou autres vocabulaires. C'est symptomatique. Quand la réaction veut taper, elle insulte le peuple dans sa diversité, voyez. D'ailleurs, on dit d'Aubervilliers que c'est une ville. Moi, je connais des gens de Paris qui ne viendraient pas en voiture à Aubervilliers en étant convaincus que leur voiture
disparaîtraient pendant leur repas de famille. Quand on arrive à mettre dans la tête des gens de telles aberrations, et quand on injurie ainsi une population populaire, hein, vraiment la réplique doit être forte. Et je sais que là, je l'ai faite forte, et ça m'a touché de l'écouter à nouveau. Quand les propositions de l'adversaire sont polies, on peut discuter et se battre poliment. Mais quand les discussions ne sont plus possibles et qu'on se fait insulter, il y a un moment donné où le malaise est si grand qu'il y a des explosions qui se produisent. Je pense que c'est une potentialité qui existe dans ce pays. Et vraiment, ce débat-là est un débat de la dignité contre l'indignité.